Islam, science et civilisation. Une émission préparée et présentée par Hayat Din Khaldi, réalisée par Souad Medja. Quelqu'un a dit « Les mathématiques, science de l'éternel et de l'immuable, sont la science de l'irréel ». Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver en ce mois sacré de Ramadan. On va essayer de vous offrir un voyage dans le temps. On va essayer aussi de poser nos bagages aujourd'hui pendant la période médiévale dans la ville des Lumières, le carrefour des sciences au Xe siècle et même des siècles d'après, la ville de Béjaïa. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro aux mathématiques maghrébines à l'époque de Ibn el-Banna, Fibonacci et bien d'autres. Pour cela, nous sommes ravis d'être à Béjaïa, dans les studios de Radio Sommem, et nous sommes ravis d'être accompagnés par deux invités, qui sont le professeur Djabil Aïssani. Bonjour, professeur. Bonjour Hayat. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la moindre des choses puisque vous parlez de mathématiques. Et puis on va voir tout à l'heure, vous êtes déjà mathématicien, prof de mathématiques, on va vous présenter avec plus de détails tout à l'heure. Et nous avons également avec nous monsieur Meshed Jameldine, bonjour. Bonjour. Vous également, gérant de la collection Cheikh El Mouhoub Oul Habib, source principale de toute l'histoire des sciences du Maghreb au XIXe siècle. Et pour ce numéro, je remercie beaucoup monsieur Atman Chorfa qui est avec nous aujourd'hui à la technique et monsieur Larbi Hamawi, chef service technique, et je remercie également le directeur de la station de Radio Sommem, monsieur Marzouk Rachid, d'avoir mis à notre disposition les studios de Radio Sommem. Voilà, l'émission est réalisée par Souad Medja. Islam, science et civilisation, c'est avec vous jusqu'à 18h. Let's go. هيتك الصفض ذي السرارة يفريقنا الشيخ الموهوب جمع الطام وسنين تدارك تشداق الرجور نتذوب هيتك الصفض ذي السرارة يفريقنا الشيخ الموهوب جمع الطام وسنين تدارك تشداق الرجور نتذوب السكرن ثروان ثرواك تنتيغ تتوتون السكرن ثروان ثرواك تنتيغ تتوتون أثني قلبي نسيت السولاكي فغدو قلي ذا القرون أثني قلبي نسيت السولاكي فغدو قلي ذا القرون قول ندرن النوباك وغليس بن خلدون قول ندرن النوباك وغليس بن خلدون هيك الصبغ السرارة يفنقن الشيخ الموهوب جمع قدام سنين قدام شلاق الرجل نسدوب هيك الصبغ السرارة يفنقن الشيخ الموهوب جمع قدام سنين قدام شلاق الرجل نسدوب جاي تجنيض سطات تشعل ورد خسير سكل قلعانات حماد الغور مثل هدروسير جاي تجنيض سطات تشعل ورد خسير سكل قلعانات حماد الغور مثل هدروسير أفريد جرنات زمان يراتيد الأدريسي 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 هيك الصبح السرارة يفنقن الشيخ الموهوب جمع قدام سنين قدام شلاق الرجل نتنوب هيك الصبح السرارة يفنقن الشيخ الموهوب جمع قدام سنين قدام شلاق الرجل نتنوب العسكر سنحسن وزاد تكفاري ناس سهلان تقدك ما طرميت قبل بريد يوغ الرومان العسكر سنحسن وزاد تكفاري ناس سهلان دور بريد يداد الفال السامر في الجيل زمان دور
نور بريد يداد الفال السامي تفجير زمان نور بريد يداد الفال السامي تفجير زمان نور بريد يداد الفال السامي تفجير زمان هاي تصبح الزهرة يا فنقن الشيخ الموهوب جمعة ضام سنين تبدأ تلاقي الرجل تدور هاي تصبح الزهرة يا فنقن الشيخ الموهوب جمعة ضام سنين تبدأ تلاقي الرجل تدور Afnir Cheikh El Mouloud, chanson signée Mohamed Benner, qui a beaucoup travaillé avec Idir et qui a rendu hommage en quelque sorte à Cheikh El Mouhoub Ould Habib, source principale, je le disais tout à l'heure, de toute l'histoire des sciences du Maghreb au 19e siècle. D'ailleurs, on va beaucoup en parler dans cette émission et dans les numéros qu'on va consacrer à la région de Béjaïa. Je reviens donc à Islam, Sciences et Civilisation. Je rappelle que nous sommes donc au niveau des studios de Radio Sobem à Béjaïa pour parler. Donc, il vaut mieux venir sur place pour trouver les bonnes personnes et les personnes les plus indiquées pour nous raconter cette fabuleuse histoire de la région de Béjaïa qui était un véritable phare, carrefour des sciences pendant la période médiévale, surtout à partir du XIe siècle. Et pour en parler, donc, je disais, nous avons avec nous professeur Jamil Aïssani. Je rappelle que vous êtes directeur de l'unité de recherche LAMOS, donc modélisation et optimisation des systèmes. Vous êtes également président de la société savante GIMAB, c'est le groupe d'études sur l'histoire des mathématiques de Béjaïa. Et ça tombe bien parce que ce numéro sera consacré à l'histoire des mathématiques à Béjaïa. D'ailleurs, il y a beaucoup d'idées reçues qu'on va essayer de démonter tout à l'heure, soit de dire que c'est vrai, ça a existé ou pas, pour voir si c'est une idée reçue ou pas. Et puis nous avons avec nous également monsieur Meshahed Jamaldin, documentaliste et chargé d'études au port de Béjaïa, gérant de la collection Cheikh El Mouhoub Ould Habib. Donc, on parle de Afnir déjà de Cheikh El Mouhoub parce que vous m'avez dit, c'est dans le sens rizan, c'est le coffre de toutes les sciences. En kabyle, professeur Afnir, Jamil Aïssani. En kabyle, Afnir, donc ça veut dire le coffre, hein, et la signification que nous lui avons donnée, c'est le sens de Rizana, mais quand on parle de ce Afnir, en français on dit bibliothèque savante, parce que cette bibliothèque de manuscrits contient énormément de manuscrits scientifiques. D'ailleurs, on va consacrer le prochain numéro, celui qui vient juste après, à cette bibliothèque savante entre hier et aujourd'hui, et dire tous les trésors cachés dans toute cette région et dans toutes les grandes et petites bibliothèques de la région, parce qu'il y en a de très petites dont on ne soupçonne même pas l'existence. On va en parler. Moi, j'aimerais, pour commencer, professeur Jamil Aïssani et monsieur Meshahed Jamaldin, revenir un petit peu au contexte historique de l'époque. Nous sommes dans cette région, c'est à peu près on va dire, est-ce qu'on peut commencer à la fin du Xe siècle ou on va dire à partir du XIe siècle? Parce qu'avant, c'était pas vraiment une capitale, Béjaïa. Béjaïa, vous avez raison de vouloir revenir au contexte historique parce que il faut bien comprendre que après le décès du prophète, et que donc il y a eu en Orient donc la mise en place de cet empire qui va s'étendre du Portugal jusqu'au fin fond donc de l'Asie. Il y a eu création de centres scientifiques très importants, Bagdad, Damas, etc. Et les activités scientifiques ont commencé là-bas, notamment avec la période des traductions, qui était importante. Donc il y a deux traditions importantes, la grecque et l'indienne, et deux de moindre importance, c'est la babylonienne et la persane. La babylonienne qui était beaucoup plus ancienne que la grecque, que l'indienne, etc. Alors, ensuite, ce n'est que à partir donc de la fin du IXe siècle, début du Xe siècle, que les connaissances scientifiques de l'Orient arrivent au Maghreb. Et elles arrivent à Kairouan. Kairouan, donc, est le premier centre scientifique du Maghreb.
Et c'est là-bas donc que dans le domaine des mathématiques va travailler un personnage très important connu sous le nom de Ibn Abi Rijal. Enfin, en Europe, il était connu sous le nom de Ibn Rijal ou bien Al-Buhazan. Et surtout, c'est à Kairouan que s'est constituée une très importante école de médecine avec Ibn al-Jazar, etc. Et c'est ce savoir en médecine de Kairouan qui va être introduit en Europe par Constantin l'Africain, l'école de Salerne par une traduction. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Kairouan a été attaqué par les Beni Hillel. Ils vont détruire la ville et l'élite savante va émigrer. Donc une partie va venir à Mehdia, qui va devenir la nouvelle capitale du royaume zérite. Mehdia qui est actuellement en Tunisie, à côté de Kairouan, et l'autre partie va venir à la Qal'a d'Ibn Hamad. Pas loin d'ici d'ailleurs. Amsila, qui va devenir la première capitale du royaume berbère des Hamadites. Et c'est donc la Qal'a va devenir une grande cité, une ville qui a eu des traditions scientifiques importantes. Une ville prospère. C'est la première d'ailleurs centre urbain donc du Maghreb central. Et les Beni Hillel vont ensuite s'attaquer à la Qal'a. Donc l'élite savante va venir à Béjaïa. Béjaïa qui était un petit village de pêcheurs, mais qui avait été au IIe siècle la ville romaine Saldae. Bref, donc 1067, le transfert de la capitale se fait. Et le transfert ne s'est pas fait complètement, c'est-à-dire que ce n'est qu'en 1092 que la cour arrive à Béjaïa. Mais l'élite savante, elle faisait la navette, tout comme les princes d'ailleurs. Ils faisaient la navette en la Qal'a et Béjaïa. Donc entre Sila et Béjaïa. Voilà. Si on revient au contexte actuel, voilà. Donc la Qal'a d'Ibn Hamad et Béjaïa. Voilà. Et donc en 1067, elle devient la capitale du royaume berbère des Hamadites et pas loin, en 1076 déjà, on voyait l'importance de ce royaume parce que le prince Al-Nasser qui a fait ce transfert, il a reçu une lettre du pape Grégoire VII en 1076. D'ailleurs, Maslatri, qui a rendu public ce document d'archives, a dit que c'est la première fois qu'un pontife romain accordait une amitié de cette ampleur à un prince musulman. Et donc, dans le contenu de la lettre, il lui a fait part de son amitié et des liens qu'il pouvait bien avoir avec lui. Voilà. Et il était question aussi de nommer un évêque, voilà. Donc ça, c'est le contexte historique. On est au XIe siècle. Voilà. À partir de 1076 à peu près. Voilà. Et c'est de là que tout démarre. Donc c'était Kairouan, ensuite la Qal'a d'Ibn Hamad, suite à l'invasion donc et par les Banu Hillel et l'arrivée de la société savante un petit peu dans la région de Béjaïa. Entre le XIe et le XVIe siècle, avant la destruction de Béjaïa par les Espagnols, il y a eu énormément d'événements scientifiques et Béjaïa est devenu un petit peu le pôle des mathématiciens et des mathématiques. Oui. Alors, pour bien comprendre ce qui se passait au niveau du Maghreb, tout à l'heure, je vous ai parlé de Mehdia, parce que c'était devenu aussi un centre important scientifique où on travaillait des mathématiciens comme Abou Salt Oumeya par exemple, et à l'ouest il y a eu deux cités importantes au même moment où Béjaïa commençait à devenir un centre important à l'ouest. Donc il y avait Marrakech où a travaillé Ibn Rushd à Averroès. C'est là-bas qu'il a initié son commentaire d'Aristote. Et il y avait Fès, qui est le siège donc de la fameuse université qarawiyyin. Et c'est là-bas donc que a travaillé Ibn Maymoun, c'est-à-dire Maïmonide, qui était également un médecin et mathématicien juif vers 1160. Là, on est revenu au contexte historique. Voilà. On place le contexte. Maintenant, dans un tour. Tlemcen, dans tout ça, dans pour l'instant, on n'en parle pas. D'accord. C'est pas encore le moment. On parle pas de Tunis, on parle pas de Tlemcen pour l'instant. D'accord. Parce que on est au XIe siècle, au début du. Qui sont les premiers justement scientifiques, mathématiciens qui ont émergé pendant ce siècle, le XIe? Alors, les premiers mathématiciens maghrébins connus,
Hein. Ici, il y en a deux qui étaient importants. Le premier s'appelle Al-Hassar, qui était spécialiste en sciences du calcul, et le deuxième s'appelle Ibn al-Yasamin, qui lui était spécialiste de l'algèbre. Hein. Est-ce qu'ils sont de la région ou Ils sont non, ils n'ont pas travaillé à Béjaïa. Hein. Ils étaient d'origine andalouse, de l'Occident musulman. De manière générale, on n'a pas d'informations précises. Exact, oui. Mais on a retrouvé leurs livres qui vont rester pendant des siècles des livres de référence, hein, qui vont rester pendant longtemps des livres de référence. Et surtout, par rapport aux deux mathématiciens, ils ont d'abord utilisé ce qu'on appelle le huruf al-ghubari, les chiffres de poussière, et tous les deux ont utilisé un symbolisme qui sera spécifique au Maghreb et en Andalousie, qui à l'époque, c'est-à-dire au XIIe siècle, ne concernait que le trait de fraction. Après, on va parler de ce qui s'est passé à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. Justement, le huruf al-ghubari, c'est quoi exactement? C'est la traduction, c'est les chiffres de poussière. Qui veut dire Jamal, parce qu'on s'adresse à des auditeurs qui ont bien envie de connaître le sens. C'est ce qui va devenir les chiffres arabes qu'on utilise aujourd'hui, et je pense que Jamal, qui a travaillé sur la numération, peut développer le sujet. Il y a un témoignage, déjà un manuscrit qui explique le sens de ces chiffres, donc qui viennent du robar, parce que les opérations de calcul se faisaient sur une tablette de poussière. Donc à chaque fois on efface les résultats de calcul et on refait nos calculs. C'est pour ça qu'on les appelle le chiffres robar, al-huruf al-ghubariya. Mais il existe aussi d'autres chiffres, hein, si vous voulez qu'on parle de oui, bien sûr. D'autres numérations. Au Moyen-Âge, M. Haïssania, c'était les plus grands mathématiciens du Maghreb, mais il y avait aussi quelques mathématiciens qui étaient Al-Qal'a ibn Ahmed. On cite notamment Al-Qal'i. Il est considéré comme le plus intelligent de l'époque. Al-Qal'i, M. Haïssania, déjà, c'était dans ses travaux. C'est un mathématicien de Al-Qal'a ibn Abbas. Donc les chiffres qui étaient disponibles exactement, c'était deux systèmes au Moyen-Âge, deux systèmes de numération, les chiffres robar. Donc, les chiffres robar, c'est ceux qu'on connaît aujourd'hui, le 1, le 2, les 3. Utilisés universellement aujourd'hui. C'est les chiffres utilisés aujourd'hui, donc dites chiffres robar parce que ils sont localisés dans les textes arabes, dans les manuscrits arabes. Parce que avant, apparemment, on utilisait des tablettes avec du sable ou de la terre dessus. On écrivait, on pouvait effacer, donc avec le doigt, j'imagine. Ça vient de là, robar. Donc c'est les chiffres, le robari, c'est les chiffres qu'on connaît maintenant, le 1, le 2, le 3, le 0, etc. Exact. Mais il y a d'autres numérations. Oui, l'autre système, justement, les autres. Le système Hisab al-Jumal. Donc on calculait, d'ailleurs ça existe dans toutes les civilisations, chez les Hébreux par exemple, les Grecs, les Romains, on utilisait donc l'alphabet pour exprimer les valeurs numériques. Donc Hisab al-Jumal, on trouve jusqu'au 19e siècle la numération, la datation dans les actes, dans les copies de manuscrits avec ce système donc de numération. Dans ce système-là, c'est des lettres d'alphabet qui ont lettres qui expriment une valeur numérique. Je vous cite un exemple, voilà. Je vous cite la qasida d'un mathématicien astronome Shalati de Shalata d'Aqbou. Il a composé un texte versifié et il a utilisé, donc daté son manuscrit avec des chiffres robar et il a dit donc le nombre de ces vers de sa qasida, Biyatuha Sanj Kutibat Sanat Damkh. Donc il donne les dates Damkh d'un Mimkha qui correspond à 1114 l'Hégire, donc qui correspond à 1734 environ. Donc il donne des mots et ces mots, chaque lettre correspond à un numéro. Et valeur numérique. Voilà, valeur numérique. Donc il y a des dates qui se cachent derrière. De Cheikh Al-Anqa. Oui, exactement, Chabi. J'allais parler de ça. Donc il composé avec ce système de numération. Donc pratiquement ça existe dans tous les textes d'astronomie, de mathématiques, d'astrologie. Et c'est courant, ça existe. Il y a d'autres formes aussi de numération. Oui, il y a une autre numération
celle des mains. Donc on trouve chez Fibonacci donc dans un folio dans son manuscrit Liber Abaci. Donc on trouve exactement ce calcul fait à la main. Donc c'est une technique de calcul, de qui nous permet numération. même de mémoriser, par exemple, les tables de multiplication. Oui, bien sûr, tables, on calculait avec les mains, Avec puisque les mains. le docteur Chao, pendant son passage à Alger, il a porté un témoignage disant que les Algérois calculaient avec les mains. Donc il y a un témoignage. Même dans le sud, on a oui, rencontré oui. à Ouargla, par exemple, jusqu'à présent, des vieux qui comptent avec les mains Avec les mains, oui. qui ont appris par cœur la table de multiplication jusqu'à 10, mais Exact. avec des techniques Exact. C'est avec un les deux moyen, mains. Oui. C'est un moyen exactement de calcul. On a aussi les chiffres de Fès, donc Ibn Khaldun en parle dans sa Muqaddima. C'est un ancien système composé de chiffres robards et de lettres alphabétiques arabes. Donc c'est un ancien aussi système, mais ce système de numération, on le trouve uniquement dans les actes notariés, dans les actes d'héritage ou dans les textes utilisés par les juristes, les quddat à l'époque, pour ne pas justement falsifier les documents administratifs de l'époque. Ils utilisaient ce système Un système savant. crypté, un système Oui. crypté formé de chiffres et de lettres. Donc voilà, grosso modo, les systèmes de numération qui existaient au Moyen-Âge. Merci, Monsieur Meshed. Donc, je reviens à vous, professeur Jamil Aïssani. Il parle de tous ces numérations. Est-ce qu'on peut dire que le système le Roubari, donc les chiffres actuels, ont démarré à partir de Béjaïa Non. ou du Maghreb? Non, du Maghreb et Voilà. de l'Andalousie. Voilà. C'est-à-dire parce que vous avez bien fait de parler au début de ce contexte historique pour pouvoir bien comprendre que ce qui se passait entre le Maghreb et l'Andalousie était lié. Vous m'avez dit lors de la séance de travail hier que dans le domaine des sciences, il n'y avait pas de frontières au Maghreb. C'est-à-dire Exactement. que les scientifiques étaient souvent en lien et en relation entre eux. Ils voyageaient beaucoup, ils se déplaçaient beaucoup et ils semaient leur savoir dans toutes les régions du Maghreb et jusqu'en Andalousie. Justement, l'une des particularités de ce qui s'est passé au Maghreb à cette époque, c'est justement cette capacité qu'avaient les savants de pouvoir circuler entre les principaux centres urbains, malgré les conflits qui existaient entre les États. Voilà, et on voit à travers ce qui s'est passé à Béjaïa, ce foisonnement donc de savants qui étaient originaires de différentes régions. Donc il y en avait qui étaient originaires de Béjaïa, qui étaient originaires de la Kabylie, mais qui étaient originaires de Tlemcen, d'Alger, de Tunis, d'Andalousie, donc bien sûr. D'ailleurs, quand on donne quelques exemples, Sidi Boumediene, on voit qu'il est passé par Béjaïa, il est parti à Tlemcen. Abdelrahman Taalibi, il est connu à Alger, pourtant il est passé par Béjaïa et d'autres régions. On voit bien qu'il y a eu cet échange et tous ces voyages et qui ont existé à l'époque. Tout à l'heure, peut-être qu'on va parler de ce qui s'est passé à Tlemcen, parce qu'au début, c'était Béjaïa qui était le centre principal. Et ensuite, ça a été le tour de Tlemcen. Donc, à la fin du XIIIe siècle, c'était Béjaïa. Ensuite, ça sera Tlemcen qui va prendre le relais. Donc, pendant les premiers siècles, c'était les Tlemceniens qui venaient à Béjaïa. Ensuite, après la fin du XIIIe siècle, ça sera l'inverse. Ça sera les bougeottes qui vont aller se former à Tlemcen. Et justement, pour revenir à la fin du XIIe siècle, l'un des savants qui était, j'allais dire, l'un des maîtres donc de l'époque ici à Béjaïa s'appelle El-Karachi. Il est originaire d'Andalousie. Il est originaire de Séville. Mais donc c'est ici à Béjaïa qu'il a fait son travail le plus important. Il a écrit un livre d'algèbre très important. Quand on parle de l'algèbre, donc il faut d'abord, bien sûr, revenir à Al-Khawarizmi, en Orient, Al-Jabr, et algorithme aussi, le nom. Exact. Voilà. Et ensuite, son principal continuateur s'appelle Abou Kamil, c'est un Égyptien. Et El-Karachi, ici à Béjaïa, selon Ibn Khaldun, a fait le meilleur commentaire de son traité de l'algèbre. C'est celui qui était le plus connu. Et c'était le moment, justement, où Leonardo Fibonacci arrive à Béjaïa. Islam, science
et civilisation. Et on revient donc au début de l'aventure de Fibonacci à Béjaïa. Leonardo Fibonacci, d'ailleurs, juste pour profiter de l'émission, hein, beaucoup confondent Leonardo Fibonacci et Leonardo da Vinci, et beaucoup disent ou prétendent que Leonardo da Vinci a séjourné à Béjaïa, qu'il était venu, qu'il avait travaillé. Et professeur Aïssina, vous m'avez dit non, pas du tout. Non, non. Leonardo da Vinci n'est jamais venu à Béjaïa. D'abord, il est du XVe siècle, donc à ne pas confondre. Donc, alors que Leonardo Fibonacci, lui, il est du XIIe, XIIIe siècle. Beaucoup plus ancien, oui. Et par contre, il y a un lien entre eux. D'ailleurs, en 2019, avec l'Institut culturel italien, nous avons organisé un workshop à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci. C'est le travail de Leonardo Fibonacci qui a été exploité au XVe, XVIe siècle par Leonardo da Vinci. Mais il n'est jamais venu ici Ils se sont jamais croisés parce qu'il y a 2 siècles qui les séparent, ou 3 siècles qui les séparent. Oui, et à l'époque, donc, Béjaïa était dans une situation délicate. C'était on était à l'époque hafsite, mais vous savez que dès 1510, donc la ville de Béjaïa a été occupée par les Espagnols. Et détruite. Et détruite. Décadence. Voilà, donc... Oui. On revient à Leonardo Fibonacci qui a beaucoup participé activement, en tout cas, à la diffusion des chiffres arabes, mais pas que. Hein. Là, on revient à Fibonacci, comment il a atterri à Béjaïa, sa vie à Béjaïa et qu'est-ce qu'il a apporté aux mathématiques. Professeur Aïssani. Donc d'abord, il faut bien comprendre que Leonardo Fibonacci, ce n'est pas du passé. Il faut bien le comprendre. C'est vrai, donc au XIIe siècle, c'est son père, c'est vers 1170-75, donc lui il est né comme ça, mais cet événement, lorsqu'il est venu ici, c'était un peu plus tard. Il n'est pas né à Béjaïa. Non, il n'est pas né. Son père était représentant des marchands italiens auprès de la douane de Bougie. Et il a constaté que les marchands et les pêcheurs comptaient différemment. Et comme il savait que son fils était doué pour les mathématiques, il avait peut-être 16 ans quand il est venu, quand il est arrivé ici. Donc il a décidé de faire venir son fils pour qu'il s'initie au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. Voilà, donc Fibonacci arrive ici. Vous savez qu'on a fait un spectacle avec le théâtre régional de Béjaïa, qui s'intitule Leonardo Fibonacci à Bugia. Bugia, c'est le nom italien de Béjaïa. Béjaïa en arabe, Bgeith en berbère, bougie en français, et Bugia en espagnol, en catalan, en italien. Et Busea en latin. Il y a eu plein d'articles d'ailleurs dans la région catalane sur Béjaïa. On l'a vu au niveau du centre. Oui. Donc, il arrive ici et donc lui-même, ensuite, quand il va repartir, il va faire un voyage en Méditerranée et il va en 1202 écrire un livre très célèbre qui s'appelle le Liber Abaci, c'est-à-dire le livre de l'Abac, où, premièrement, donc, il utilise les chiffres arabes, il utilise le trait de fraction, et dans l'introduction, il dit que
il a appris les mathématiques à Béjaïa auprès d'un maître admirable. Il utilise l'expression ex mirabili magisterio, qui signifie en fait un enseignement admirable. Voilà, beaucoup plus c'est ça. Et c'était qui son maître? On ne sait pas. Ah, d'accord. Justement, Oui, on n'a pas le nom du maître de Fibonacci, Monsieur mais Michel. certains avaient publié récemment un petit livre sur l'histoire des mathématiques. Il a dit que le maître de Fibonacci était un certain Mchdali. Donc c'est pas vrai, on n'a pas le nom du maître de Fibonacci. Et la copie justement de Liber Abaci que cite M. Haïssani est conservée à la bibliothèque du Vatican. Donc on a eu quelques copies par l'intermédiaire de notre ami Michel Balieu à l'époque. Oui. Donc pendant le colloque international sur l'histoire de Béjaïa en 1997. Donc il nous a justement traduit l'introduction du livre de Leonardo de Pise. Et je vais juste rajouter quelque chose sur les chiffres, parce qu'il n'y a pas que Fibonacci qui a contribué à la diffusion des chiffres Robar en Europe, mais il y a aussi Gilbert, donc, qui est devenu pape en 1100. Donc lui aussi avait connaissance de ces chiffres à travers son contact avec les lettrés ou les savants en Andalousie, notamment par l'intermédiaire des traducteurs comme Gérard de Cremona, de Crémone, donc très célèbre pour les traductions des livres anciens. Donc voilà, on n'a pas le nom. On n'a pas le nom du maître de Fibonacci. Oui, Vous m'aviez dit, professeur Haïssani, que la diffusion, d'ailleurs, de ces j'ouvre une petite parenthèse et on reviendra à Fibonacci. La diffusion de ces chiffres, le robar ou les chiffres arabes, en Occident, en Europe, n'a pas été tâche facile. Hein. Ça n'a pas été évident du premier coup. Hein. Ça a pris du temps pour que ça s'installe. Oui. Et que ça devienne maintenant des chiffres universels qu'on utilise dans toutes les. Parce que ce que dit Jamel. Concernant ce qui s'est passé en Andalousie, c'était quelques spécialistes, quelques moines, quelques qui peut-être connaissaient les chiffres, mais celui qui a compris leur importance et qui ensuite, dans son livre, le Liber Abaci, va les rendre accessibles et qui va travailler pour qu'ils soient acceptés par le public, c'est Leonardo Fibonacci, parce qu'il y a eu une deuxième édition de son livre en 1225, et ensuite, ça va prendre des siècles. Pour que ensuite ça devienne un truc courant où tout le monde l'utilise. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans le livre, le Liber Abaci, Leonardo pose un certain nombre de problèmes qui ont pour cadre le port de Béjaïa. Hein, il dit, tel navire qui venait de tel endroit, qui transportait... Donc il y a des produits spécifiques qui circulaient à l'époque, les cuirs, les laines, et le produit phare de l'époque, c'est des petites chandelles qu'on appelle... D'où le nom de la ville de Béjaïa. Non. La cire. Voilà. Non, ça vient pas de là. Et voilà, c'est bien, ça, on c'est corrige l'erreur les idées que tout le reçues. monde... Très bien. Voilà. C'est l'inverse. Okay. C'est-à-dire que les petites chandelles, elles s'appellent des bougies parce que elles étaient fabriquées ici. À bougie. Béjaïa. À base justement de cire d'abeille, comme vous le dites. Oui, c'est pas la ville de Béjaïa qui a pris son nom des chandelles, mais plutôt les... C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse, oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, c'est plus logique en plus. Hein. Bien sûr, parce que vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Vous avez Cognac, Javel, je sais pas quoi. Poubelle. Voilà. C'est des noms de personnes. Voilà. C'est vrai. Donc, ou de villes. Ensuite, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce que Fibonacci est très important? D'abord, c'est grâce à lui que les activités scientifiques vont reprendre en Europe. Donc le renouveau des activités scientifiques en Europe, c'est Fibonacci, c'est cette époque-là. Donc c'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est que le travail de Fibonacci, parce qu'ensuite, lui, c'était le véritable mathématicien, c'était un véritable mathématicien, et vous avez entendu parler de la suite de Fibonacci, le problème des lapins, oui. Ce n'est pas du passé, parce que aujourd'hui, tous les informaticiens, tous les financiers connaissent la suite de Fibonacci.
Parce que les ordinateurs, eux, ne comprennent que les chiffres. Donc voilà. Et donc c'est ça qui est important à comprendre. Et aujourd'hui, il y a une revue spécialisée qui s'appelle The Fibonacci Quarterly, qui publie des résultats mathématiques uniquement basés sur les travaux de Fibonacci. Et tous les 4 ans, aux États-Unis, il y a un grand congrès spécialisé uniquement consacré à la présentation des travaux basés sur l'œuvre de Leonardo Fibonacci. Donc la ville de Béjaïa n'a pas été que un centre de mathématiques et des sciences, mais un centre de rayonnement, parce que grâce à ces scientifiques nationaux et internationaux, on a pu diffuser cette science et ces mathématiques et ces théories dans le monde entier, parce que c'est parti en Europe et après ça s'est diffusé un petit peu partout dans le monde. Mais à part Fibonacci, est-ce qu'il y a eu d'autres mathématiciens aussi? Il y en a eu beaucoup, parce que ça a été aussi la capitale des mathématiques, Béjaïa. Oui. Et des sciences dérivées, hein, donc la géométrie, l'algèbre, l'astronomie et d'autres sciences aussi. Nous, quand on utilise le terme mathématiques maghrébine, on a une vision qui est très large, c'est-à-dire que en parlant du Maghreb, il faut parler, donc c'est ce qu'on a fait, des centres intellectuels, il faut parler des institutions. À l'époque, ici à Béjaïa, il y avait donc Beit el-Hikma, qui était une institution où les musulmans et les chrétiens pouvaient se rencontrer. Ce qui pouvait pas se faire dans d'autres institutions. Mais il y avait Medinat al-Ilm, il y avait d'autres institutions. C'est quoi la différence entre Beit el-Hikma ou Medinat al-Ilm et les autres, hein? Beit el-Hikma, donc c'est une institution officielle qui dépendait voilà. Étatique, oui, mais est-ce que c'était une forme d'université ou est-ce qu'on enseignait? Oui, et ça servait d'échange, de discussion. Medinat al-Ilm, c'était un endroit où se réunissaient à l'époque là de Sidi Boumediene, Abdelhaq al-Ishbili, Abu Hamid al-Saghir, etc. Et il y avait la Khizana Sultania, qui était la bibliothèque du prince. Plusieurs témoignages disent qu'il y avait des collections très importantes et des livres qui étaient très... il avait ses scribes, j'imagine, il ramenait des livres d'ailleurs, et c'était un prince, donc il avait les moyens. Bibliothèque personnelle. Voilà. Et il y avait des mosquées, notamment le Masjid al-Adam, la grande mosquée, où Sidi Yahya Abou Zakaria Zouaoui enseignait. Voilà, et j'imagine qu'il y avait la Khalwa de Sidi Boumediene, il y avait donc voilà. Les Zaouïas qui avaient aussi un rôle dans la transmission du savoir et aussi la conservation des archives et de l'écrit. Parce que les Zaouïas, c'est les centres d'enseignement, ils jouent le rôle spirituel et culturel et culturel. C'est-à-dire, ils rassemblent quand même des élèves d'un peu partout qui cherchent le savoir. Mais on divise généralement les zaouïas en 3 catégories. Donc il y a des petites zaouïas, des écoles pour les petits enfants, et puis le moyen, donc Thimammar, et les grandes zaouïas, les centres qui sont généralement des centres scientifiques. On prend par exemple Masjid Al-Qasaba, donc c'était un centre aussi d'enseignement où les savants se réunissent pour des débats, pour composer des livres aussi. Donc Thimammar, c'était un lieu d'enseignement. Mais la plus ancienne zaouïa de Béjaïa, c'est la zaouïa de Sidi Yahya Zouaoui. Donc on a organisé un colloque déjà sur le zaouïa, sur Sidi Yahya. On va en parler dans l'émission qui sera consacrée aux bibliothèques et aux manuscrits du rôle de ces zaouïas à cette époque-là, dans justement la diffusion, la conservation surtout des manuscrits et de tous les textes, le maraja de l'époque scientifique surtout, parce que la zaouïa n'avait pas qu'un rôle religieux, elle avait également un grand rôle dans la transmission du savoir et la conservation aussi du savoir. Donc, professeur Jamil Islami. Oui, alors pour continuer, quand je parle des mathématiques maghrébines, il faut voir large, c'est-à-dire que Fibonacci, c'est les mathématiques commerciales. Raymond Lull, le célèbre philosophe catalan, c'est les méthodes de navigation. Raymond Lull, dont il sera question dans l'émission consacrée aux savants qui sont passés par Béjaïa. L'amiral Pereiris, lui qui est ottoman, c'est la cartographie.
Il y a d'autres disciplines comme les plus importantes de l'époque, indépendamment de celles qui sont liées, donc si vous voulez, aux disciplines classiques. Il y a l'Ilm al-Fara'id, la science des héritages, où le livre de référence à l'époque, c'était le traité d'Al-Hawfi. Al-Hawfi est un mathématicien andalou du XIIe siècle, et l'un des commentaires les plus connus, c'est celui qui a été fait par un mathématicien tlemcenien qui s'appelle Saïd al-Uqbani, qui a vécu au XIVe siècle, qui est venu ici à Béjaïa. Il a fait ses études ici. Il a été en poste, il était qadi, et ensuite il est reparti à Tlemcen. Il a fait un commentaire, un sharh. Ce sharh, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est qu'il n'a pas fait un sharh classique, comme les autres, parce que sur le traité d'Al-Hawfi, il y a des dizaines de commentaires qui ont été faits. Mais lui, il l'a fait en se basant sur la méthode d'effraction du mathématicien de Béjaïa el-Karachi. Voilà la particularité de ce sharh-là. Et Al-Uqbani a fait un sharh du traité du mathématicien marocain Ibn al-Banna, le Talkhis Amal al-Hisab. Voilà, donc si vous voulez, quand vous avez cette vision globale de ce que ont été les possibilités d'application, ensuite il faut se baser sur la tradition mathématique médiévale du Maghreb, parce que cette tradition, elle date de l'époque du marocain Ibn al-Banna, donc la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, où il a eu un certain nombre d'élèves. C'est lui qui a écrit le livre Talkhis, c'est lui qui a fait le premier commentaire le plus important, Raf al-Hijab, qui en fait n'est pas un commentaire au sens propre du terme, c'est beaucoup plus, il a essayé d'expliquer son projet pédagogique. Et ensuite, il y a eu tout un ensemble de savants originaires de tout le Maghreb qui ont fait des commentaires de ce traité-là, Talkhis Amal al-Hisab. L'un des élèves d'Ibn al-Banna important, c'est le Tlemcenien al-Abili. Notre ami Mohamed Barli de Tlemcen, il dit, il faut pas dire al-Abili. Il dit, il faut dire al-Abili. Al-Abili. Al-Abili, c'est lui qui va être à l'origine de la structuration de l'école mathématique de Tlemcen. Mais il va aller à Tunis, c'est là-bas qu'il va devenir le maître d'Ibn Khaldoun dans le domaine des mathématiques. Ibn Khaldoun, donc finalement, il n'a pas qu'un lien avec la sociologie, parce qu'on le connaît plus comme étant un sociologue que comme étant un mathématicien. Oui, mais Ibn Khaldoun est un mathématicien. D'après Ibn al-Khatib, il aurait écrit un livre de mathématiques, mais il suffit de se baser sur la Muqaddima, son livre de Muqaddima, où il a un chapitre sur les mathématiques. L'histoire des mathématiques, il parle des mathématiciens. Oui. C'est-à-dire, M. Haïssani a déjà travaillé beaucoup sur ça. Je rajoute juste donc ce chapitre. Donc, c'est la source principale de l'histoire des mathématiques. Au Moyen-Âge. Donc il cite un certain nombre de mathématiciens, de spécialistes des sciences des héritages. Il parle aussi des sciences anciennes, de l'astrologie, de la divination, de pas mal de trucs. Donc les mathématiques et leurs dérivés, parce qu'il y a plein de sciences qui dérivent des mathématiques, l'astronomie, la géométrie, la trigonométrie, etc. Tout dérive. La logique, le menteur, je sais pas, tout ça, ce sont des disciplines mathématiques. Qui était d'abord une discipline philosophique, le menteur, et après qui est devenu une science exacte. Exact. Et donc, pour compléter ce que disait Jamel, Ibn Khaldoun, son chapitre sur les mathématiques, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est grâce à la traduction du livre, la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, que on a commencé les travaux sur l'histoire des mathématiques au Maghreb. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mathématiciens, etc. Et jusqu'à présent, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans ce que dit Ibn Khaldoun dans ce chapitre-là. D'ailleurs, par exemple, le traité là d'Ibn Munaym, il y a peut-être 20 ans qu'on sait de quoi parlait Ibn Khaldoun, parce qu'on a découvert une copie de ce livre dans la zaouïa de Tamqrout. Et nous avons découvert
une autre copie, un fragment, donc, on est parti ensemble d'ailleurs avec Jamel, dans un village qui s'appelle Chouatra, dans la région de Borjdir, où il y a là-bas une zawiya qui s'appelle Zawiya Si Mohamed Tahar, qui a une bibliothèque, et là-bas on a identifié cette copie. C'est la deuxième au monde qui a été identifiée. Et dans un petit village isolé de la wilaya de Borjdir. D'ailleurs, on va en parler avec vous lui rajoutez, M. Haïssani, de quelle discipline on parle là sur l'Abdali, oui, Ibn Munaym. C'est l'analyse combinatoire. Voilà. Donc, vous savez, on va laisser cette information, parce que c'est la fin de l'émission, déjà du premier numéro. On va les laisser, ça sera la suite de la prochaine émission. Rappelez-vous, on va en parler demain donc, et on va continuer de parler de cette région qui a rayonné sur tout le Maghreb pendant la période médiévale. Et suivra donc une émission sur les savants qui sont nés ou qui sont passés par Béjaïa, mais également un très très beau numéro sur les archives et sur justement toutes ces petites bibliothèques, tous ces petits trésors qui sont un petit peu disséminés un petit peu partout dans les petites charades, dans les petits douars ici en Kabylie et ailleurs. Hein. Voilà, on arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Islam, science et civilisation, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Je rappelle que nous sommes au niveau de la station de Béjaïa. Merci à notre ami Uthman qui est avec nous à la technique. Et puis Souad Medja à la réalisation. À demain. D'ici là.